Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion d'une nouvelle vidéo. Alors on vous prévient tout de suite, ne vous étonnez pas si ma voix est un peu enrouée. On sort d'un Covid qui n'a pas été très simple à gérer, mais bon, on va dire que globalement ça fonctionne plutôt pas mal et que normalement vous devriez avoir une qualité sonore, on l'espère, presque optimale, même si évidemment ça peut arriver que la voix déraille un petit peu, mais on préférait vous prévenir. Donc cette vidéo sera consacrée un peu à l'instar de celle que nous avions produite il y a maintenant quelques temps sur l'occlumencie, à l'une des matières de Poudlard, qui n'est pas nécessairement la matière la plus connue et la plus documentée, mais qui a le mérite d'en dire déjà pas mal sur le monde des sorciers, ainsi que sur la différence qui peut perdurer entre nos deux mondes. Autant l'occlumencie est un sujet qui peut représenter un intérêt presque mystique quelque part, et à tout le moins magique quoi qu'il en soit, autant sur le papier que d'ailleurs dans la pratique de la magie, l'étude des moldus, c'est probablement quelque chose qui est franchement un peu pragmatique et même très pragmatique dans un univers où en fait le pragmatisme est quand même loin d'être évidemment une des valeurs les plus cardinales, vous l'aurez compris. Pour les moldus que nous sommes, on pourrait bien entendu partir du principe que cette matière ne représente ou ne présente absolument aucun intérêt et ou n'a pas grand-chose à nous apprendre. Mais quand on sort un peu du constat de base, on va dire bassement terre à terre, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a finalement quand même pas mal de choses à raconter sur le sujet et c'est pour ça qu'on a voulu évidemment en faire une vidéo. Alors, évidemment, l'étude des moldus ne fait pas partie et ne fera jamais partie des matières principales enseignées à Poudlard, c'est une évidence. Il s'agit encore moins d'une matière obligatoire et ce n'est qu'une simple matière à option que les élèves peuvent choisir. De base, il est vrai que nous aurions pu faire le choix en fait de passer un petit peu à côté de ce sujet et de nous diriger vers d'autres thématiques, ce qu'on fera évidemment prochainement. Mais pour ce qui nous concerne, nous pensons pour le coup que cette matière en fait présente en fait un véritable intérêt que nous allons tenter de vous expliquer dans cette vidéo. On sait que pendant des siècles, le monde des sorciers et le monde des moldus ont coexisté globalement de manière plus ou moins pacifique. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, les relations pouvaient devenir localement ou globalement d'ailleurs de plus en plus difficiles et surtout dangereuses pendant, on va dire, des périodes un petit peu plus complexes. Alors on pourrait parler de l'Inquisition, mais en tout cas on sait que voilà, on est arrivé à un moment donné où les deux mondes n'arrivaient plus à coexister et donc forcément ça commençait à devenir complexe. Et comme aucune solution pacifique permettant de poursuivre cette coexistence officielle et plus ou moins pacifique n'était identifiable, il a bien fallu se résoudre à un moment donné à ce que l'une des deux parties prenne la décision de se mettre en retrait pour se protéger, en l'occurrence des moldus, mais aussi pour se protéger finalement quelque part un petit peu d'eux-mêmes. C'est tout le sens, évidemment, vous l'aurez compris, du Code international du secret magique dont on vous a largement parlé sur cette chaîne, mis en place pour séparer justement les deux mondes et éviter ainsi que les persécutions subies par la communauté magique ne continuent et ne perdurent dans le temps. Ce Code du secret magique s'est imposé en fait à l'ensemble du monde magique tout en laissant une certaine part, on va dire, d'interprétation possible aux autorités des pays pour fixer des frontières plus ou moins fermées, par exemple, entre les deux mondes. On sait que les Américains ont une vision pour le moins beaucoup plus ferme que celle des Britanniques, puisque la séparation entre le monde des sorciers et celui des non-mages, donc des personnes non-magiques, ne peut subir absolument aucune infraction. Certaines lois internes, comme les lois par exemple de Rappaport, ont même été bien au-devant des mesures prévues par le Code international du secret magique, en interdisant par exemple tout mariage entre un sorcier et une personne issue du monde des non-magiques. En Angleterre et plus globalement au Royaume-Uni, on sait qu'il existe une certaine porosité pour le moins entre les deux mondes, dans la mesure où les mariages entre les deux communautés sont pour le coup tout à fait autorisés et acceptés, même si le secret magique s'applique dès lors aux moldus qui font face évidemment à la découverte du monde caché des sorciers. Les parents d'Hermione Granger ou de Lily Evans, à titre d'exemple, ne connaissaient absolument rien évidemment du monde magique avant que leurs enfants ne soient admis à Poudlard, ce qui ne les empêchera absolument pas d'en connaître donc ensuite l'existence tout en gardant et en préservant évidemment le secret. Il en va de même pour les sorciers ou les sorcières qui feraient par exemple le choix de s'unir avec un ou une moldu. Dans cette perspective, il semble assez clair là aussi que ces personnes sont soumises évidemment au respect du secret international. Elles font éventuellement l'objet d'une surveillance de la part des autorités du ministère de la Magie pendant quelque temps, mais en tous les cas, il n'existe pas une frontière totalement fermée hermétiquement et qui ne souffre d'aucune exception comme on peut le voir généralement aux États-Unis.
En Grande-Bretagne, la cohabitation entre les deux mondes, on sait qu'elle est presque quotidienne, en réalité. Il faut bien prendre en considération que tous les sorciers, par exemple, ne vivent pas à Préolard ou dans des enclaves que l'on pourrait qualifier un peu de communautaires d'un point de vue magique. Ils vivent souvent au milieu des Moldus, même si certains font le choix de vivre dans une presque autarcie, comme c'est le cas des Weasley, malgré pourtant un attrait et une très très grande ouverture, vous le savez, vis-à-vis des Moldus. La plus grande difficulté, évidemment, c'est que cette cohabitation doit se passer dans les limites définies par le fameux Code international du secret magique. Et pour cela, il faut évidemment que la communauté des sorciers apprenne à s'adapter un minimum, notamment sur des points de détail, mais qui pourraient à la longue attirer une attention pour le moins dérangeante. On pourra notamment, par exemple, parler de l'habillement, puisque les sorciers, on sait qu'ils ont parfois un style un petit peu compliqué, et donc évidemment, il faut apprendre à ce que ces sorciers, lorsqu'ils se retrouvent en présence, par exemple, de Moldus, puissent être en capacité d'adapter un style vestimentaire leur permettant de passer inaperçu ou globalement inaperçu, ce qui, on le sait, n'est pas franchement toujours aisé, comme on a pu le constater à de multiples reprises dans l'œuvre de Harry Potter. En soi, des incidents, évidemment, existent toujours, et on sait que les autorités du monde magique veillent au grain et disposent d'équipes capables d'intervenir rapidement pour résoudre des situations qui contreviendraient aux règles établies, notamment par exemple avec l'utilisation du sortilège de confusion. Bref, vous aurez compris qu'il est quand même quelque peu nécessaire que certains sorciers en apprennent davantage sur le fonctionnement du monde des Moldus. Alors, évidemment, certaines familles de sorciers ne chercheront absolument jamais à comprendre les Moldus, dans la mesure où elles considèrent de toute façon ces derniers comme étant des personnalités pour le moins très très inférieures aux sorciers. Il y a peu de risques qu'ils tentent d'établir de quelconque contact avec eux, et vous l'aurez compris, les grandes familles par exemple qui baignent dans l'idéologie de la supériorité du sang pur ont une vision des Moldus qui ne les invite de toute façon guère à s'y intéresser, tant ils sont insignifiants en réalité pour eux. On ne sait pas à quel moment exactement l'étude des Moldus a commencé à être enseignée à Poudlard. Comme il ne s'agit pas d'une matière obligatoire pour l'ensemble des élèves, il y a fort à parier qu'elle n'a jamais fait partie des enseignements principaux. À la fondation de Poudlard, on peut considérer qu'il ne s'agit même pas d'un sujet, en fait, dans la mesure où à cette époque, les deux mondes cohabitent avec plus ou moins de difficultés, mais sans non plus qu'on soit dans une situation où il faut prendre des mesures, de mise en place d'une telle matière. Si on devait réfléchir à une date approximative de datation de l'apparition de cette matière dans le socle optionnel qui est proposé à Poudlard, l'idée la plus logique à notre sens serait de la situer globalement après la mise en œuvre du Code international du secret magique et donc la création du ministère de la magie, c'est-à-dire au moment où effectivement il a fallu prendre en charge des générations qui au fur et à mesure des années ont fini par perdre petit à petit le contact et donc la connaissance du monde des Moldus. On peut aussi considérer que la présence de cette matière au programme dépend grandement aussi de l'équipe professorale et, disons-le même assez directement d'ailleurs, du directeur de Poudlard. En fonction des inclinaisons personnelles des uns et des autres, il est fort probable que cette matière a pu disparaître à certaines époques pour réapparaître plus tard ou a même pu faire l'objet, pourquoi pas, d'aménagements divers et variés en fonction des différentes époques. Il est évident qu'un directeur de Poudlard, il y en a eu un certain nombre qui auraient pu se montrer très hostiles aux Moldus et n'auraient pas eu donc l'idée de dispenser des heures de cours sur des individus qu'ils méprisent au quotidien. On aurait pu évoquer notamment par exemple le cas de Phineas Négulus Black, dont on sait qu'il a une haine assez viscérale pour les Moldus. On sait que les directeurs de Poudlard peuvent, en fonction des époques, bénéficier de capacités de décision sur ce qui est enseigné ou non dans l'école. Nous en avons eu un bref aperçu avec les atermoiements, par exemple, qui furent ceux d'Albus Dumbledore sur la divination et son enseignement, dont il ne semblait pas nécessairement mesurer toujours ni l'intérêt ni la portée jusqu'à sa rencontre, vous le savez, avec Sybil Trelawney dans les événements de Harry Potter. Le même cas de figure a donc pu se reproduire à plusieurs reprises sur une temporalité différente, évidemment dans le cadre de l'étude des Moldus. La réputation d'ailleurs de cette matière n'a jamais été suffisamment en fait importante pour laisser dans son sillage des anecdotes ou des histoires qui permettraient d'ancrer vraiment cette matière dans un temps précis de l'histoire de Poudlard. On ne retrouve que très peu de bases documentaires postérieures en fait aux aventures de Harry Potter dans tout ce que J.K. Rowling a pu laisser comme matériel.
Peu avant l'arrivée de notre sorcier préféré, on sait que c'est le professeur Quirrell, dont on vous parlait dans une précédente vidéo, qui avait pris en charge cette matière, non pas vraiment par choix d'ailleurs, mais parce que c'était en fait le seul poste disponible au moment où il cherchait à se faire recruter à Poudlard. On sait d'ailleurs qu'il considérera que ce poste qui lui est assigné se trouve en fait à des années-lumière de ce à quoi il se pense destiné et des capacités qu'il pense évidemment avoir. Mais malheureusement pour lui, force est de constater qu'à cette époque, Dumbledore ne le considère pas tellement plus capable que cela, dans un premier temps en tout cas, ce qui va pousser, on le sait évidemment, Quirinus Quirrell à se mettre à la recherche de Lord Voldemort, avec les conséquences évidemment que l'on connaît et que l'on découvre dans les événements de Harry Potter à l'école des sorciers. Du côté des élèves, on sait que l'étude des moldus, c'est une matière qui est aussi très souvent perçue comme étant une matière assez facile pour avoir des points en plus en période d'examen. Un peu comme les matières qu'on a pu rencontrer dans nos propres enseignements dont on savait que les professeurs pouvaient avoir une tendance à noter assez largement. On sait que certains examens, comme les BUS par exemple ou les aspics, ne sont pas toujours sans difficulté à Poudlard. Et il est toujours relativement confortable évidemment d'avoir une matière qui permet de rattraper facilement des points ou d'en grappiller quelques-uns d'avance. Vous connaissez évidemment tous le principe. De temps en temps, cependant, certains élèves éprouvent, il faut le reconnaître, un véritable intérêt pour la matière. Et c'est peut-être cette partie-là qui nous intéresse en réalité le plus. On distingue en fait deux types globalement d'élèves qui sont intéressés par les cours relatifs à l'étude des moldus. La première catégorie à laquelle nous pensons le plus naturellement, c'est celle que J.K. Rowling nous a mis directement en fait sous le nez en réalité au travers de certains de ses personnages dans les romans comme Percy Weasley ou Hermione Granger. Dans les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on se rend compte qu'Hermione a fait le choix d'étudier cette matière, ce qui peut paraître quelque chose d'assez étonnant de prime abord, d'autant plus qu'elle est une sorcière née de parents moldus qui n'avaient jamais eu de contact avec le monde des sorciers. Elle a tout découvert, entre guillemets, sur le tard et a dû s'adapter à son nouvel environnement de manière extrêmement rapide. Hermione a pourtant passé globalement les 10 premières années de sa vie dans le monde des moldus, dont elle connaît tous les tenants et aboutissants par cœur, en tout cas au niveau de ses yeux d'enfant. Et étant une élève presque parfaite, elle n'a pas besoin non plus de gaspiller des points sur des options de seconde catégorie pour assurer sa réussite scolaire, ça vous l'aurez bien compris. Ce qui pousse ce personnage, pourtant moldu de base, à s'intéresser à cette matière, c'est le fait de se placer dans l'optique du sorcier tentant de comprendre l'évolution du monde dans lequel elle a grandi et dans lequel elle continue à vivre avec ses parents, notamment par exemple durant les congés estivaux. Soyons honnêtes, il est vrai que le monde magique et le monde des moldus connaissent des évolutions qui sont assez différentes, notamment d'un point de vue, par exemple, de la technologie. Si des technologies comme le téléphone par exemple ou Internet sont en plein développement chez les moldus, les sorciers n'y ont pas accès et en fait n'en ont absolument pas besoin d'ailleurs et n'en revêtent absolument pas le besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse et auquel ils peuvent avoir éventuellement envie de s'y rattacher. On aurait pu prendre 1000 autres distinctions, mais rien que les concepts technologiques, on va dire les plus basiques, comme l'électricité ou les moyens de communication, n'ont pas droit de citer à Poudlard et dans le monde magique, pour la simple et bonne raison que personne en fait n'en éprouve en réalité le besoin, là où il s'agit pour nous, qui ne sommes pas dotés de pouvoir magique, d'un besoin quasi vital. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, les deux mondes s'organisent différemment et les différences sont toujours pertinentes à explorer, surtout lorsque l'on apprend à se placer de l'autre côté d'une perspective que l'on pensait connaître ou que l'on pense connaître. Au-delà de la vision qui est propre à Hermione Granger, on pourra également citer par exemple Percy Weasley, qui aime lui dire pour sa part qu'il est très important de montrer un intérêt certain pour l'étude des moldus, dans la mesure où cette matière permettrait de mieux comprendre un monde avec lequel les sorciers seront de toute façon obligés de cohabiter d'une manière ou d'une autre tôt ou tard. Alors, on ne peut pas ne pas donner raison à Percy, dont la vision est aussi tournée sur un angle, comme souvent, qui est assez professionnel ou assez politique. Car, en effet, certains sorciers, notamment au ministère de la Magie, seront bien obligés de temps en temps de travailler dans une certaine forme de promiscuité vis-à-vis des moldus. Ainsi, comprendre leur mode de pensée, le monde dans lequel ils évoluent, permet effectivement de mieux appréhender les relations que les sorciers pourront entretenir avec les moldus, notamment par exemple au travers du ministère de la Magie ou dans la vie quotidienne. Là aussi, en réalité, derrière ces deux logiques complémentaires, qui sont celles d'Hermione et de Percy, se cache en fait une conception de la vie intéressante, qui est en fait la capacité à s'ouvrir sur les autres et sur ce qui entoure en fait le monde magique. Alors,
Malheureusement, on sait que Percy Weasley ne sera pas toujours sur cette voie, ayant fait des choix particuliers, des choix qui étaient aussi particulièrement carriéristes, il faut le dire, qui posent question, dont on vous avait parlé dans une précédente vidéo, mais dont le fait est, en tout cas, qu'on peut dire qu'il avait une certaine forme d'intention plutôt bienveillante vis-à-vis de cette matière. La seconde catégorie d'élèves, évidemment, ce sont tous les autres élèves sorciers qui font le choix de cette matière, qui est évidemment une matière un peu bizarre par rapport aux autres, mais qui, en fait, leur permet d'aller un petit peu au-delà de la simple question des notes, tout en disant que effectivement c'est une matière qui est bien pratique, mais cela traduit quand même une certaine capacité à ouvrir son esprit pour tenter de comprendre ce qui entourera des sorciers accomplis une fois leur scolarité terminée. Les épais murs de Poudlard, il faut bien le comprendre, sont des murs qui sont particulièrement protecteurs pour les élèves. On a souvent l'impression que Poudlard, d'ailleurs, même les coupe un peu du monde réel, même si le monde réel a tendance malheureusement à se rappeler très souvent aux élèves au fur et à mesure des développements des aventures que l'on suit notamment dans Harry Potter. Vis-à-vis des moldus, la protection est pour ainsi dire totale, et aucun moldu ne pouvant pénétrer à Poudlard sans y avoir été expressément invité, les interactions sont forcément évidemment plus que très limitées, ce qui à la sortie peut représenter, il est vrai, une certaine forme de handicap pour bien comprendre le monde dans lequel on évolue. Évidemment, d'autres profils, vous l'aurez compris, ne montreront jamais le moindre intérêt pour cette matière et s'en tiendront le plus éloigné possible durant l'ensemble de leur scolarité pour des raisons que l'on pourrait qualifier de peu avouables, pour ne pas dire davantage. On ne sait pas exactement en quoi consistent les cours donnés dans cette matière. On peine à imaginer d'ailleurs véritablement qu'il existe de véritables méthodologies éducatives pour enseigner tout cela. Mais ce qui compte avant tout, c'est de comprendre les principes de base qui régissent le monde des moldus, éventuellement une partie de son histoire, et pourquoi pas de savoir se comporter et travailler en bonne intelligence avec les autres. Rappelons-nous d'ailleurs que même le ministre de la Magie est obligé d'entretenir lui-même des relations avec son homologue moldu de temps à autre, ce qui implique, on va dire, de comprendre ou de tenter de comprendre les problématiques saillantes qui peuvent être celles qui impactent le monde des moldus. Le développement des cours n'est pas décrit dans l'œuvre de J.K. Rowling et nous n'en savons en réalité que très peu de choses sur ce qu'il s'y passe, d'autant plus qu'Hermione sera, on le sait, malheureusement obligée d'abandonner cette matière optionnelle en cours de route pour alléger quelque peu un agenda scolaire qui la conduisait tout droit vers un burn-out et nous n'en savons donc pas totalement plus en réalité et c'est quand même quelque chose d'un petit peu triste. Nous savons cependant, et c'est un peu plus gênant, que cette matière va subir durant le retour de Lord Voldemort quelques modifications, disons-le, substantielles, qui auront tendance à tourner davantage au film d'horreur qu'à la simple réforme académique de programme. Déjà, nous savons que le professeur d'études des Moldus, Charity Burbage, va servir de martyr littéralement à Voldemort puis Nagini dès le début des événements relatés dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. On sait qu'elle est enlevée dans l'été qui sépare les événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et ceux des Reliques de la Mort. Ce qui lui est reproché évidemment par Lord Voldemort et par les Mange-Morts, c'est sa vision particulièrement charitable vis-à-vis des Moldus, puisqu'elle estime même qu'il n'y a, et c'est vrai, aucun problème à ce que les sorciers entretiennent des relations, y compris intimes, avec des Moldus. Ce discours, asséné aux enfants, est évidemment totalement inentendable pour Lord Voldemort et pour ses Mange-Morts qui, en prenant contre le Poudlard par l'intermédiaire du professeur Rogue, vont en profiter pour réadapter le programme à leur idéologie très particulière, vous le savez. Le meurtre du professeur d'études des Moldus ne sera pas rendu public. Après une tribune pro-Moldu publiée dans la Gazette du Sorcier, Charity Burbage ne donnera plus aucun signe de vie et sera donc considéré comme ayant démissionné, ce qui implique nécessairement son remplacement. Voldemort, qui n'est pas du genre à mettre tous ses œufs dans le même panier, va même aller au-delà en proposant en fait de nommer un professeur spécifiquement consacré à l'étude des Moldus, mais qui pourra aussi surveiller Rogue et s'assurer que l'école et les élèves répondent à sa vision très autoritaire de ce que doit être l'enseignement à Poudlard. C'est donc Alecto Carrow qui sera désormais chargé de cette matière dont l'orientation évidemment va être profondément changée. On sait à quel point la fratrie Carrow a impacté la discipline à Poudlard. Ce que l'on mesure un petit peu moins, c'est l'impact évidemment sur cette matière qui passe au 50e plan dans des événements aussi dramatiques que ceux qui se déroulent dans les Reliques de la Mort. Évidemment, ce qui se cache derrière tout cela, c'est la volonté manifeste du nouveau régime en place de faire de l'enseignement à Poudlard une des pierres angulaires de la stratégie de Voldemort. Comme dans toutes les bonnes dictatures qui se respectent, ou plutôt qui ne se respectent pas, l'important c'est évidemment de former la nouvelle génération.
qui est la plus susceptible d'adhérer à un lavage intense de cerveau. Et en l'occurrence, c'est bien ce qu'il va se passer dans ces cours, dans la mesure où les expressions utilisées ne laissent que très peu de doute sur l'orientation idéologique du nouvel enseignant, qui n'hésitera pas à qualifier les moldus comme étant égaux à des animaux et qu'il est important de réintroduire l'ordre naturel des choses entre les sorciers et les moldus. Bref, vous avez quand même compris globalement à peu près l'idée. Heureusement, cette période ne durera pas et il est fort probable qu'un nouveau professeur d'études des moldus aura corrigé assez rapidement le tir après la reconstruction de Poudlard et la victoire de Harry Potter. En somme, dans toutes ces données, on voit bien que la réponse est assez claire. Oui, l'étude des moldus est finalement importante à Poudlard. Oui, elle est primordiale car elle permet à chacune des communautés en fait d'apprendre à se comprendre et à coexister. La France ne reconnaît pas de communauté. Ça, c'est un fait. En Grande-Bretagne, la logique et l'approche philosophique est fondamentalement différente. Il est donc tout à fait normal que J.K. Rowling ait intégré cette dimension d'échange entre la communauté moldue et la communauté magique dans son récit parce que ça répond en fait à un besoin, là pour le coup, qui est presque sociologique en Grande-Bretagne, où effectivement il y a cette logique de faire cohabiter plusieurs communautés, là où en France on considère qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est la communauté française. La bonne compréhension en tout cas des deux communautés est nécessaire pour éviter toute dérive. Nous le comprenons assez rapidement lorsque nous voyons évidemment les dérives qui ont été engendrées par Lord Voldemort et ses Mange-Morts. Ce n'est donc évidemment pas la matière qui fera le tout, le travail de compréhension et d'acceptation entre ces deux communautés peut être un travail très long et très ambitieux, bien entendu. Ce n'est probablement pas la matière la plus intéressante, ce n'est pas évidemment la matière la plus spectaculaire, mais elle a le mérite quand même d'apporter aux élèves, parfois totalement déconnectés du monde des moldus depuis la naissance, une connaissance à laquelle ils n'avaient pas accès et qui leur sera évidemment, on le sait, fort utile à un moment ou à un autre dans leur histoire de citoyens, que ce soit du monde magique ou du monde des moldus, si certains font le choix évidemment à un moment donné de se retirer du monde. On sait aussi que c'est le cas par exemple avec les Crackmolls. Alors les Crackmolls sont un cas évidemment bien à part qu'il faudra qu'on aborde d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc voilà grosso modo ce que vous pouvez vous dire dans cette vidéo sur cette matière optionnelle que l'on découvre à Poudlard, qui nous a quand même pas mal intéressé parce que c'est vrai que ça soulève pas mal de questionnements, surtout dans la période que l'on traverse, et donc c'était pour nous assez intéressant de vraiment pouvoir regarder un peu au bout si c'était une matière qui était vraiment aussi intéressante que cela, ou est-ce que c'était une matière finalement qui n'était qu'une matière à points pour gagner des points dans le cadre des bus ou des aspics ou des passages entre les différentes années au moment des examens scolaires. Il y avait vraiment pas mal de choses. On pouvait prendre le parti de se dire que c'était une matière qui ne servait à rien. On a préféré prendre un parti, vous l'aurez compris, tout à fait différent, et on est plutôt content de ça parce que ça reflète plutôt bien l'esprit qui est celui de J.K. Rowling, et aussi d'ailleurs le fonctionnement, comme on vous le disait, de la société britannique, où il y a cette logique évidemment très communautaire, où il faut être en capacité d'assurer le dialogue entre les différentes communautés. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.